Voilà. Johnny Depp n'a pas sa chance avec vous. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez l'émission de Anne-Sophie Hongre-Boyel-Dieu et la thématique porte sur la présence des hommes dans notre société. Et pour l'instant, vous avez pu entendre Sylvain Durin, donc, qui est réalisateur et auteur d'un livre sur le matriarcat et le patriarcat, et Marion Sigaud, qui nous présentait... Non, pardonnez-moi, excusez-moi, mademoiselle Virginie Vota, qui est réalisatrice et qui nous présentait son parcours donc jusqu'à nous. J'avais une question à vous poser. Les gens autour de vous n'étaient pas malheureux, donc qu'est-ce qui vous a fait percevoir que les codes qui vous étaient transmis sur la féminité libre de l'homme ou l'homme libre de la femme, qu'est-ce qui vous a fait vous interroger sur le fait que c'était peut-être pas ça la vérité en fait du bonheur, et puis du bonheur non seulement en famille mais sans doute dans la société, parce qu'il y a des femmes qui, même sans être accompagnées d'un homme, sont heureuses parce qu'elles trouvent de la virilité dans leur entourage, leur père, leurs frères, leurs amis, même sans être en couple. C'est intéressant ce que vous dites, parce que au début, vous dites que les gens dans mon entourage n'étaient pas malheureux. Or, au contraire, moi j'ai constaté énormément de souffrance, de personnes atteintes de troubles psychologiques, voire psychiatriques. Et c'est justement cette souffrance-là qui m'a interrogée, la souffrance que j'ai ressentie aussi. La souffrance, c'est ce qui nous met en mouvement, nous remet en question, donc nous pousse à chercher des réponses. Et c'est justement en constatant cette détresse dissimulée, à mon sens, sous une apparence de liberté et de satisfaction de ses propres désirs, en constatant notamment que beaucoup de femmes de ma génération se lançaient dans... Je le dis comme ça parce que c'est, à mon sens, la vérité, mais dans une sorte de libertinage, si vous voulez, en cumulant les relations, sans jamais se sentir satisfaite, comme si elles cherchaient indéfiniment quelque chose chez autrui qu'elles n'avaient pas en elles. Et notamment pour celles qui n'ont pas la foi, en fait, qui n'ont pas trouvé Dieu, c'est aussi un point extrêmement important. Donc, c'est de voir autant de détresse dans la société, autant de souffrance chez des personnes qui, en apparence... De solitude aussi, on en parlait. Ah oui. Alors là, de solitude, n'en parlons pas. Oui, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, je crois qu'il y a des statistiques qui disent que 30% des jeunes de 20 à 30 ans sont dans l'isolement et la dépression. C'est très inquiétant, et j'en ai fait moi-même l'expérience aussi. Donc c'est en constatant tous ces dysfonctionnements, ce mal-être ambiant, bien dissimulé, il est vrai, sous la consommation, l'apparence de la satisfaction joie personnelle, de la fausse joie, oui, voilà, et de la satisfaction matérielle, qui vient remplacer quelque chose de plus profond, un vide existentiel en fait. Alors, nous recevons aussi Pierre Hilard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques. Oui. Vous avez écrit de nombreux livres, dont le dernier est à paraître... Alors, c'est l'Atlas du mondialisme aux éditions Le Retour aux sources, et j'en profite pour dire qu'il est réimprimé et qui sera disponible à partir du samedi 2 décembre aux librairies donc parisiennes en particulier, mais toutes les librairies françaises, mais librairies comme Facta, librairie française, Duquesne Diffusion. Et sinon, carrément, aller sur le site des éditions Le Retour aux sources. Donc, vous enseignez la géopolitique dans des écoles de journalisme et de commerce. Oui. Vous avez une vision, et c'est pour ça que votre témoignage est complémentaire de celui de Sylvain ou de Virginie. Et d'ailleurs, vous intervenez dans le documentaire de Sylvain Durand sur le sang du père. Il m'a forcé. Voilà. Je plaisante. qui est vraiment à visionner, et j'incite les auditeurs de Radio Courtoisie à aller le visionner. Vous avez une idée qui s'inscrit plus de la place du père et de l'homme dans l'histoire, déjà, et surtout sur ce que vous appelez, vous, le mondialisme. Et vous repartez quasiment de la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors déjà, même pour le mondialisme, je commence même bien avant, parce que je montre qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Alors, je vais très court. Un concept spirituel et politique défendu par la synagogue, et l'autre défendu par l'Église. Ensuite, je déroule, j'allais dire, le tapis, et en particulier pour la Révolution française. Et c'est là où j'ai rejoint en particulier les idées et les convictions de Sylvain, pour la disparition du père, au sujet de la destruction de la famille royale, avec Louis XVI et Marie-Antoinette qui ont été décapités, d'abord emprisonnés avec leurs enfants, et destruction de l'enfance, en particulier le petit Louis XVII, qui va être enivré devant sa mère, qui voyait par les barreaux de sa prison son petit garçon enivré,
pour ensuite le faire signer, le papier est aux archives nationales, faire signer qu'il avait, le petit garçon, donc le petit Louis XVII, couché avec sa mère. Et il y a cette fameuse réplique de Marie-Antoinette, lorsqu'on l'accuse de cela, elle se lève d'un bond et elle dit « J'en appelle à toutes les mères et toutes les poissardes », qui étaient quand même pas très délicates, vont quand même se ranger du côté de Marie-Antoinette, et le tribunal révolutionnaire va être obligé d'enlever ce papier. Et ce petit Louis XVII, officiellement, il est mort au temple dans des conditions atroces. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a dans la Révolution française destruction de la famille, du roi de France d'abord, qui était le père de la nation. Je rappelle que lorsque le roi de France s'adressait à ces sujets, il ne disait pas français, française, il disait à mes peuples, parce qu'il y avait une diversité. Et donc, la source du mal, pour comprendre la situation actuelle et comprendre les travaux de Sylvain, il faut bien comprendre que la source du mal a commencé en 89 avec la destruction de la famille, la première cellule familiale qui était l'emblème, et le poison s'est diffusé au cours des générations, et là on arrive alors au grand galop avec une atomisation de la société française mais européenne, et parce que les principes de la Révolution ils se sont répandus, merci, grâce à Napoléon Ier. Le poison a été diffusé. Donc les propos de Sylvain au sujet du père ou de Virginie, mais je les rejoins entièrement, et mon objectif dans mon livre Atlas du mondialisme, ça a été de montrer les répercussions profondes, parce que la cellule de base, c'est la cellule familiale. Alors, je rappelle quand même un homme, une femme. Et ensuite, destruction des provinces classiques, traditionnelles, d'où, dans le cas de la Révolution française, destruction par suppression des provinces, et on met à la place des départements, mais à l'origine des départements en carré, donc une vision purement géométrique, mécanique, inhumaine de la société humaine. Mais ensuite, pour des raisons d'autres pratiques, ils ont créé donc des départements en fonction des critères géographiques, fleuves et montagnes. Et j'ai expliqué que c'était un poison qui s'attaquait à une tournure d'esprit, parce que on est tous tributaires de notre origine, j'allais dire génétique, l'ADN, mais aussi on est tributaire de nos origines, l'origine sociale, l'éducation, le comportement moral de nos aïeux. Et à partir du moment où le poison a été injecté avec les principes de 89, et il s'est diffusé, alors au début lentement, parce que l'Église catholique est encore puissante au 19e siècle et début 20e siècle, donc ça a freiné, et puis depuis Vatican II, alors là c'est porte ouverte, et maintenant... Je pense que ça a commencé avant, on charge Vatican II. Oui, mais l'Église, mais ce que vous dites est juste, parce qu'en fait, Vatican II n'est que l'expression, voilà, n'est que l'expression. C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est l'aboutissement de tout un processus. En fait, ce n'est que la conséquence d'un travail de fond qui avait commencé bien avant Vatican II, et en fait, qui avait commencé, je vais vous dire, dès la Renaissance. Et pour vous illustrer le poison, il faut savoir par exemple qu'un Louis XVI, son confesseur qui s'appelait l'abbé Vermondant, était officier du Grand Orient de France. Donc vous voyez, le poison, en fait, Vatican II était bien avant, enfin les éléments à l'origine de Vatican II qui allaient donc détruire temporairement l'Église, parce qu'elle est insubmersible, mais en tout cas qui allait imposer l'Église conciliaire. Le mal est ancien. Alors, je vais revenir à vous, Sylvain Durin. Je vais reprendre un peu la thématique de votre documentaire Le sang du père. Vous commencez par pour tout ce qui est communauté primitive, en fait. Vous remontez très loin. Exactement, oui. Alors, je pourrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Pierre, parce que je pense que l'aspect de la Révolution, c'est très important au niveau symbolique, parce que le roi de France a été sacrifié, c'est un rite sacrificiel qui s'est déroulé, en fait. Et là, on parle de où sont les hommes. Il faut voir un peu où étaient les hommes avant la Révolution et où ils sont aujourd'hui, et pourquoi ils en sont là aujourd'hui. On a fait croire que le peuple était pour, en fait, mais c'était pas demandé par le peuple. Tout à fait. Et avant la Révolution française, donc le roi est le lieutenant du Christ, ça c'est très important, c'est une séparation énorme avec les rois païens qui étaient l'époux des déesses. Donc on était dans un cycle matriarcal, et là on était dans une société patriarcale, et qui était appuyée par une famille nucléaire non égalitaire. Là où Pierre a raison, c'est que la famille un homme, une femme, la famille un homme, une femme, c'est très important, mais nucléaire non égalitaire, c'est-à-dire qu'il y avait la primogéniture. C'est-à-dire que la famille, quand elle donnait ses biens, c'était au premier fils. Pour éviter de les séparer trop, ce que vous dites dans le documentaire. Exactement. Et la Révolution, ce qu'a fait la Révolution, c'est qu'elle a brisé ça. Et elle s'est appuyée sur une famille qui était présente dans le bassin parisien, qui était une famille nucléaire égalitaire. Pourquoi vous dites nucléaire ? Nucléaire, c'est un homme, une femme, en fait. Un homme, une femme, les enfants. Voilà. Et
Parce que dans mon livre, j'analyserai les 3 niveaux, le niveau familial, le niveau politique et le niveau religieux. Oui. Et on oublie souvent le niveau de base, familial, c'est très important, parce que cette famille nucléaire égalitaire a créé un homme qui est obligé de forcer son autorité. Comme il devait séparer ses biens en 5, 6, 7, parce qu'à l'époque il y avait des grandes familles, eh bien, il devait jouer de son autorité jusqu'au totalitarisme. Et c'est ce qui donne le père du 19e siècle. Et c'est ce qui donne ce que j'appelle le patriarcat dégénéré. Et les féministes, quand elles nous disent qu'il faut absolument tuer le patriarcat, etc., elles se basent sur ce patriarcat-là, qui n'est pas du patriarcat en fait. Et en fait, elles se battent contre un fantôme, parce que ce patriarcat, Exactement, de toute façon, il est mort. C'est du patriarcat dégénéré. C'est-à-dire qu'on a fait croire à l'homme qu'en étant totalitaire, violent, etc., il avait sa place d'homme, alors que le patriarcat, c'est tout l'inverse. Le patriarcat, c'est le seul système qui reconnaît la femme en tant que fille, mère et femme. Tandis que le matriarcat, c'est totalement différent, mais là on s'éloigne un peu du sujet. Et il y a l'aspect, et on reviendra parce que Virginie l'a beaucoup développé, de la protection. Il n'y a pas que l'autorité. Le père était peut-être fort, dans votre patriarcat, je sais pas si c'est, je pense que c'est le cas, et il était aussi protecteur. Il était protecteur, oui. Alors là, on peut revenir aux communautés primitives, si vous voulez. Ça fait une petite transition. Oui. C'est que j'ai l'impression que l'homme d'aujourd'hui, pour se sentir homme, il ne va que vers cette protection-là. C'est-à-dire qu'il accepte de travailler 60 heures par semaine pour ramener un salaire, payer ses pensions de la femme avec qui il n'est plus. Et en fait, ça nous renvoie aux communautés primitives, où dans ces communautés-là, l'homme n'était pas le père n'existait pas, l'homme était simplement le protecteur du clan. Et je trouve que l'homme d'aujourd'hui ressemble beaucoup aux Indiens Guarani. Alors ça va faire sauter les gens derrière leur poste. Mais les Indiens Guarani, c'était des guerriers. Oui. Et ils étaient chargés de la protection du clan. Ils allaient à la chasse, etc. Et c'est le soir ou autour du feu, quand les femmes dormaient, qu'ils chantaient ce qu'ils voulaient être. Ils projetaient leur ego dans des chants. Et c'est ces chants-là qui montraient qu'ils voulaient être autre chose que des hommes violents. Et qui voulaient être des pères. Et c'est ça, je conseille le livre de Pierre Clastre qui s'appelle Le Grand Parler, ou Le Parler Grand, je ne sais plus, qui nous montre ça. J'ai l'impression que l'homme ne va pas vers le progrès, mais régresse vers les communautés primitives. Ça, j'en parlerai dans mon livre. Très bien, intéressant. On va aller vite forcément, mais on achètera votre livre qu'on peut précommander sur le site Anne-Laure. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous entendez une émission que je vous promets passionnante, parce que nous avons 3 invités passionnants sur la place des hommes dans notre société. Donc, vous venez d'entendre Sylvain Durin, qui est réalisateur et auteur, qui vous invite à précommander son livre sur le site frulule.com. Et la précommande est possible jusqu'au 8. Les propos de... On a des enfants. Il change les couches, donc il est père. Mais je dirais que... Elle parle comme Alain Ségo. Apportez votre vision là-dessus, que ça dénote du fait que les hommes et les femmes... à travers ses accents... enseignant en géopolitique et qui et vous avez pris de mon ami, se décomposer, c'était la fin du monde, il n'avait aucun rôle là-dedans. Réflexe justement de protection de la jeune femme s'informerait, se rendrait compte que l'avortement peut avoir des conséquences graves sur cette jeune femme, eh bien elle est laissée en tête-à-tête avec un corps de techniciens qui refuse toute protection à cette jeune femme. C'est absolument... Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'a donné froid dans le dos quand je l'ai connue. J'ai connu, dans ces mêmes années, ou un peu plus tard, un couple qui avait les dernières difficultés, les pires difficultés à avoir un enfant. Donc, c'était un couple marié. Dès qu'elle était enceinte, l'enfant n'approchait pas, elle faisait fausse couche sur fausse couche. Et un jour, elle a réussi à passer les 3 mois fatidiques. Donc, elle allait pouvoir être mère, c'était la joie dans le foyer, et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a eu tellement peur de refaire une fausse couche qu'elle est allée en catimini avorter. Et j'ai vu la tête de mon ami se décomposer, c'était la fin du monde, il n'avait aucun rôle là-dedans. Personne. Ça, alors qu'il était marié, il était légitime.
Elle a sa femme paniqué. a pu aller avorter, sa femme a pu aller avorter derrière son dos et revenir le soir en lui disant mon chéri, c'est terminé. Alors qu'on sait que l'annonce d'une grossesse est même pour une femme mûre une source d'inquiétude et de panique et que c'est particulièrement à ce moment-là qu'elle a besoin de l'élément stabilisateur que peut être l'homme. Je ne dis pas Mais que bien les pères sûr, se conduisent mais bien sûr, toujours mais de bien manière merveilleuse, mais Oui. ils sont pas plus indignes que les mères et ils peuvent vouloir protéger la vie comme une femme. Sylvain Mais bien Durin, sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et si je voudrais Mais que bien Sylvain Durin et Virginie Vota et Pierre Hillard qui sont sur le plateau puissent peut-être réagir à ce que vous venez de dire, Marion. Ah, mais je vous les attends avec impatience. Sylvain, on va commencer par vous. Bah, c'est toujours intéressant d'individualiser les choses et de donner des exemples parce que Sujet grosso modo. Mentionner cette chose-là dans on ne sait pas vraiment à qui c'est. Il n'y a qu'une relation entre. Il y a l'enfant. Tout le monde a droit à l'enfant. Rôle de père pour l'enfant qui arrive en sachant qui va épouser, alors qu'il a l'âge d'être son père, il va épouser la jeune Fanny en sachant qu'elle est enceinte et il accepte. Donc cet enfant, officiellement il va être le père, donc il va accorder à cette jeune femme un cadre familial solide. Il va jouer le rôle de père pour l'enfant qui arrive, en sachant que c'est pas son fils, mais il va jouer le rôle et vraiment c'est un homme bon. Et quelques temps plus tard, Marius, donc joué par Pierre Freinet, revient parce qu'il veut récupérer finalement la jeune Fanny qui est maintenant mariée, épouse officielle. Et César, son père, connaissant son fils, veut à tout prix éviter que finalement le couple Fanny et Pani s'éclate. Il y a une dispute. Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos.
mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Que llamen a Ibrahim Ferrer, busquen los bomberos, que yo creo que Tula lo que quiere, señores, es que le apaguen el fuego. El puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Por ahí viene Leonel, que tremenda corredera, viene a observar el puerto de Tula que ha cogido candela. El puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Carlos y Marco están mirando este fuego, si ahora no se apaga luego El candela. puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Un pillita ve y busca Marco, pa' que busquen tierra maestra, que vengan para acá rápido, que la mía cogió candela. Le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Marco, coge pronto el cubito y no te quedes afuera, llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula que cogió candela. Le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Tula está encendida, llama a los bomberos, tú le ves candela, afina los fuegos. El puerto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Candela, muchacho. Se volvió loco Barbarito. Hay que ingresarlo.
El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la
gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. Una niña carabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno
niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se me recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bibliothèque sur internet, c'est le livre de style. Et on se moque à one shot. Et c'est fini. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó.
guajira alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Sálvate, güey. Aquí le digo. Que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Ay, candela,
Thank